Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, c'est Enguerrand de Maison du Muscle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'hypertrophie appliquée et plus précisément de l'optimisation d'une programmation. Peut-être que cela fait plusieurs mois ou plusieurs années que tu t'entraînes en entraînement en résistance, donc axé plus musculation, power building, peut-être que sais-je, mais tu as comme objectif d'être le plus musclé possible tout en étant le plus sec possible et tu as l'impression que tes résultats ne sont pas vraiment en concordance avec tes objectifs actuels. Peut-être que tu fais des choses à moitié, peut-être que tu le fais mal, tu n'en es pas forcément sûr, tu as essayé certaines choses, potentiellement tu t'es déjà blessé. Nous allons voir aujourd'hui comment et pourquoi résoudre tout ça. Sans plus attendre, nous sommes partis. Voici les points que nous allons aborder dans la compréhension et l'optimisation hypertrophique. Dans un premier temps, nous verrons l'aperçu général des mécanismes associés pour une bonne programmation en hypertrophie. Ça nous conduira à traiter de la fatigue et de sa gestion pour optimiser nos performances et donc par là même optimiser notre hypertrophie musculaire. Nous verrons un cas plus concret avec ma structure, donc une mise en application avec ma programmation et quelques explications connexes. Pourquoi est-ce que potentiellement tu as ce que tu qualifies comme étant un point faible physique? Également, nous verrons ce que tu dois savoir afin de choisir le bon exercice pour toi vis-à-vis de tes capacités actuelles et de tes objectifs. Le moyen d'avoir un setup optimal suivant tes capacités actuelles, des astuces pour avoir des exécutions correctes et garder l'attention sur le muscle désiré, avoir le maximum de stimuli pour optimiser l'hypertrophie à chacune des répétitions performées, des possibles corrections vis-à-vis de problèmes que tu as avec certains exercices, certains problèmes qui peuvent être communs avec pas mal d'exercices que tu pourras effectuer, comme par exemple ne pas ressentir le bon muscle travaillé, compenser ou sentir des zones qui seront dommageables, ou en l'occurrence peut-être une tension générée qui ne sera pas commune et pas normale, comme vis-à-vis par exemple de lombaire. Un exemple spécifique d'un groupe musculaire, de ses fonctions et des choix d'exercices correspondants, la différence entre poids libre, machine, câble, poulie et quel est potentiellement le meilleur choix pour l'hypertrophie, avec des explications et des exemples. Et enfin, nous verrons un approfondissement avec, à mon sens, ce qui est le plus important et potentiellement j'aurais dû le mettre peut-être en premier point et s'il faut retenir quelque chose de toute cette présentation, ce sera ça fondamentalement, quel est ton réel but? Ok, donc commençons directement en essayant de comprendre les mécanismes premiers de l'hypertrophie, d'un point de vue physiologique pour commencer, car il est important de connaître le pourquoi afin de t'aider à améliorer le comment. Parlons déjà du concept de force gravitationnelle. Il y a la gravité, donc la force de la gravité qui sera appliquée sur ton mouvement quand tu voudras faire un mouvement par exemple en charge libre, et lorsque la force interne, ta force interne, donc notre force sera supérieure à la force de la gravité, potentiellement tu arriveras à bouger ton poids. Donc, ça veut dire que ta force interne sera supérieure à la force de la gravité. Le concept d'entraînement en résistance, via par exemple la musculation, tu as un stimulus qui déclenche un gène, ce gène enclenche un signal moléculaire, puis un signal cellulaire. Et c'est ce qui donne l'hypertrophie. Qu'est-ce qu'un stimulus? Donc c'est le premier signal qu'on a, et ce stimulus doit avoir une durée suffisante pour pouvoir déclencher une réponse hypertrophique musculaire. La tension mécanique, quant à elle, c'est le stimulus le plus important et le plus puissant que tu peux donner à tes muscles. En soi, il est possible de soulever des poids grâce aux contractions des sarcomères, c'est-à-dire que c'est assez logique en tant que tel, si l'on est immobilisé, il n'y a pas de stimulus, donc à terme tu auras une atrophie musculaire. Et c'est ce qu'on peut voir sur les trois schémas de base que je t'ai illustrés. Dans un premier temps, nous avons un faisceau musculaire, une fibre musculaire en tant que telle. Si l'on prend du macro au micro, donc on rétrécit le cap et on prend ce petit bout qui sort, ce qu'on appelle une myofibrille, elle est divisée en plusieurs fibres musculaires en tant que telles, plusieurs filaments. Et si l'on prend un de ces filaments et qu'on regarde encore une fois d'un point de vue plus microscopique, c'est ce qu'on appelle un sarcomère. Et en tant que tel, comment fonctionne la contraction ou l'étirement musculaire? Eh bien, ce sont via ces actines et ces myosines qui vont soit se contracter, soit s'étendre, s'étirer. En soi, et c'est ce que l'on disait, le plus important pour le mécanisme hypertrophique, c'est la tension mécanique. Donc, vous l'aurez compris, la tension interne présente dans les muscles et non pas la charge externe. Comment créer la tension mécanique? Elle peut être créée via des charges assez lourdes, on va dire 80-85% de ton 1RM, et des charges plus légères de travail, de l'ordre de 30% de ton 1RM, si tes répétitions sont effectuées proches ou à l'échec musculaire. On verra par la suite un schème un peu plus précis. Un certain nombre de ces séries effectives ou dures sont nécessaires pour optimiser l'hypertrophie. Il y a également ce qu'on peut appeler du stress métabolique ou des dommages musculaires, mais finalement, c'est assez minime comme facteur hypertrophique et ça peut être seulement additionné par rapport à la tension mécanique, qui est première pour l'hypertrophie. Donc c'est à moindre échelle pour ces deux facteurs. Mais elles peuvent quand même être les résultantes également de la tension mécanique. Comment faire une programmation hypertrophique? C'est assez simple.
il faut programmer les variables pour l'hypertrophie vis-à-vis de ce qu'on vient d'analyser, ce qu'on vient de comprendre. Avoir ce référentiel de pensée, comment peut-on appliquer de l'attention, donc du stimulus, de manière organisée, et comment se placer, voire comment se mouvoir avant et pendant nos exécutions. Ok, maintenant qu'on a ça en tête, quels sont les facteurs de la programmation? Tout d'abord, il y aurait le volume, qui est la dose du stimulus, c'est-à-dire le pourcentage de séries effectives que tu auras. Il y a également l'intensité, qui est le degré de la magnitude du stimulus. Par exemple, ton pourcentage de 1 RM est à proximité de l'échec. La fréquence, qui est l'organisation du stimulus. Combien de fois tu iras t'entraîner dans la semaine? Donc en ce sens, quel est ton training split? Ta sélection d'exercices. On prend en compte le concept de stimulus localisé via le choix du pattern de mouvement que tu voudras faire et des muscles que tu voudras solliciter, utiliser. L'exécution et le tempo de l'exercice, car le focus du stimulus se fait par la manière dont tu bouges pendant une répétition, via également l'intention induite pendant le mouvement et le principe d'inertie gérée. Par exemple, si tu te places sur un exercice mais que tu ne sais pas forcément ce que tu veux bosser et que tu modifies ton alignement pendant le mouvement et qu'effectivement tu ne fais pas également attention au principe d'inertie gérée, c'est-à-dire que tu te laisses emporter par la charge, que ce soit en excentrique ou en concentrique, et que tu es full tissu conjonctif et full élasticité des tendons, de manière collatérale, et c'est dommage, tu ne prendras pas de tension interne, tu ne pourras pas vraiment être 100% musculaire et contracter et étirer ses fibres, ne pas maximiser ton hypertrophie. L'ordre des exercices également est important, le séquençage du stimulus et de son efficacité, c'est-à-dire l'ordre des mouvements, et enfin le temps de repos, c'est-à-dire la récupération du stimulus imposé, le temps de repos que tu feras inter et intra-série. Il y a également d'autres aspects fondamentaux à prendre en compte, tels que la position dans laquelle notre muscle sera travaillé pendant l'exercice, la difficulté de l'exercice, la stabilité induite, que ce soit stabilité interne ou externe, si c'est bien spécifique au muscle et à la portion du muscle désiré, s'il y a une possibilité de surcharge progressive, s'il y a une bonne faisabilité, et surtout et fondamentalement, c'est peut-être le point le plus important, s'il y a une bonne adhésion, c'est-à-dire si l'exercice est apprécié. Passons désormais dans un second point qui est celui de la gestion de la fatigue. Il faut savoir que le corps cherche constamment ce qui s'appelle l'homéostasie. Qu'est-ce que l'homéostasie? C'est l'état de constance dynamique, rester stable dans le milieu. C'est un maintien de variables physiologiques dans des normes, et c'est essentiel pour la santé et la survie. C'est pour cela que pour une adaptation physiologique, il faut imposer un stimulus spécifique et s'assurer que suffisamment de ressources cellulaires seront ensuite disponibles. Je vais vous présenter ici ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation qui a été identifié par Hans Selye au XXe siècle. Ce syndrome a été identifié à la base sur des rats pour voir comment leur corps physiologiquement réagissait vis-à-vis d'une administration de drogue et par la suite comment les rats réagissaient vis-à-vis de certains types d'exercices. En ordonnée, on peut voir la résistance au stress qui va de basse à élevée, et en abscisse, on peut voir 3 différentes phases distinctes qu'il y aura dans la timeline, dans le temps, par rapport à la résistance à un stress, car notre système répond au stress et ensuite se fatigue. C'est le résumé des 3 phases. On peut voir qu'au début, notre corps est dans une phase d'homéostasie, c'est-à-dire dans des normes physiologiques. Ensuite, par rapport au stress qu'on impose à l'organisme, la résistance au stress baisse et il y a une sorte de phase d'alarme d'un point de vue réactionnel. Le corps mobilise des ressources cellulaires pour pouvoir faire face à ce stress imposé. Ensuite, on est dans une phase d'augmentation de stress vis-à-vis du corps, la phase 2 qu'on appelle phase de résistance, où le corps va chercher à surcompenser via les ressources cellulaires qu'il a. Et ensuite, phase 3, la fatigue arrive et le stress en tant que tel diminue. Si l'on prend l'exemple de l'être humain, imaginons nous sommes en bonne santé, tout va bien, corps à l'homéostasie, on chope une maladie, malheureusement phase d'alarme, notre corps se met dans une certaine position pour lutter contre cette inflammation, on a le stress qui augmente, par la suite le corps est guéri potentiellement, mais il faut qu'il récupère de tout ce qu'il a dû mettre en place pour pouvoir lutter contre cette inflammation, par exemple une montée de la température, sudation, etc. Et c'est ainsi que la fatigue arrive, mais que le stress en tant que tel qui était imposé de base, par exemple la maladie, est réduite. Ce syndrome général d'adaptation, si l'on applique à l'entraînement en résistance, cela nous donnerait ceci. Une forme de courbe en U inversée concernant le dosage du volume effectif. À savoir que ce qu'on a dit, l'attention et le stimulus, et le volume et le dosage de ce stimulus. Cette fois-ci en ordonnée, nous avons l'hypertrophie avec le pourcentage de croissance musculaire, et en abscisse, nous avons le volume ou le nombre de répétitions que nous allons faire. On voit que pour une absence de répétition ou une trop basse fourchette de répétition, nous avons le volume donc minimal, et la perception de ce qu'on aura en termes de croissance musculaire est vraiment minime. Malheureusement, le plus n'est pas le mieux. On a dans la courbe un potentiel qui est optimisé, potentiel de série donc de volume, ce qu'on appelle donc le maximum de volume effectif.
qui se situe à ces endroits-là. Et si l'on va trop loin et que l'on dépasse ce volume minimal d'effort, qu'on arrive au volume maximal d'effort, on voit que le pourcentage de croissance diminue drastiquement. En ce sens, il faut toujours qu'on essaie de trouver le juste milieu dans le volume, et le trop est l'ennemi du bien. Le juste minimal, ou je devrais plutôt dire le juste compromis, le meilleur compromis. Pour la fatigue générée via le stress que l'on va imposer à notre corps, il y aura des adaptations spécifiques qui vont être mises en place, et ces adaptations spécifiques peuvent être de deux types. Le premier type serait un type plus morphologique, c'est-à-dire que nous, les stress que l'on va chercher à imposer via l'entraînement en résistance, en musculation, ça va conduire à l'hypertrophie via l'utilisation de différents types de fibres, sans trop rentrer dans les détails, plus une adaptation au niveau des tissus conjonctifs. Tissus conjonctifs qui seront tout ce qui est, par exemple, tendons, ligaments. Une adaptation également d'un point de vue neurologique, au sens où on aura une meilleure coordination inter- et intramusculaire, une potentielle meilleure activation des muscles agonistes, également d'un point de vue coactivation des muscles antagonistes, et un changement au niveau du rate loading. Qu'est-ce que les muscles agonistes? C'est tout simplement le muscle effectif qui sera utilisé lorsque tu feras un mouvement, et le muscle antagoniste, celui qui te permettra de te stabiliser lorsque tu effectueras un mouvement. Exemple bateau, lorsque tu fais du leg extension pour bosser tes quadriceps en position raccourcie, le muscle agoniste sera les quadriceps et les muscles antagonistes seront les ischios. Toujours dans cette histoire de connaître le pourquoi pour ensuite ajuster le comment, vu qu'on a vu que la fatigue, c'est un aspect très important dans l'optimisation de tes performances, donc de ton hypertrophie, il est important de définir la fatigue. La fatigue, comment est-ce qu'on pourrait la définir? C'est un phénomène qui contribue à la réduction des performances et qui augmente le besoin de récupération. Il y a donc une relation, comme on a vu, intime entre fatigue et récupération. Et c'est pour ça que dans une programmation, il faut user de périodisation avec différents cycles, c'est-à-dire une organisation stratégique afin d'éviter la stagnation, le surentraînement, afin de pouvoir améliorer les adaptations globales à l'entraînement en résistance et potentiellement, et c'est le but premier, être meilleur, être en forme. C'est pour cela qu'il peut être intéressant de diviser ta programmation d'entraînement en différents cycles, comme macrocycle, mésocycle, microcycle. En ce sens, faire des variations, mettre des variations dans le ratio volume, fréquence et intensité vis-à-vis de la phase dans laquelle tu es actuellement et le contexte de ta vie actuelle. Par exemple, si tu es en phase de prise de muscle, tu as un surplus calorique qui est bien adéquat, que tu récupères bien dans ta vie actuelle, que tu n'as pas de contexte social, peut-être de stress trop accentué, bref, que tes facteurs de récupération sont au meilleur, tu peux te permettre éventuellement de mettre soit plus de volume, soit plus d'intensité, soit plus de fréquence que lorsque tu seras en mini-cut, c'est-à-dire que tu perdras relativement pas mal de poids par semaine, de l'ordre de par exemple 800 à 1 kg 1, 1 kg 2 par semaine. Là, tu imposeras tellement de stress à ton organisme et tu réduiras tellement la possibilité de ressources cellulaires pour que ton corps, de nutriments pour que ton corps puisse se régénérer, qu'il devra surcompenser vis-à-vis de certains aspects, notamment potentiellement certains aspects de récupération comme le sommeil. Mais donc ton entraînement, il faudra invarier la courbe qu'on a pu voir auparavant pour que le potentiel maximal où tu trouveras le juste compromis d'un point de vue de volume, donc d'un point de vue de série, sera remodifié car il changera par rapport au potentiel effectif que tu as lorsque tu es en surplus calorique. Forcément, lorsque tu es en mini-cut, tu as moins de nutriments disponibles, donc tu as un potentiel de récupération qui est moindre, donc ton entraînement devra être assez élevé pour que tu puisses tout de même optimiser potentiellement ta prise de muscle, mais en tout cas garder tes muscles actuels, mais dans tous les cas, ce sera moins intense ou moins de fréquence, où il y aura moins de volume que lorsque tu es en phase de prise de muscle, où là vraiment le but, tu as tellement de nutriments et tellement de phénomènes de récupération adéquats que tu peux mettre en application que tu pourras vraiment totalement optimiser ton entraînement et que la courbe sera vue à la hausse, que tu pourras faire plus. Vraiment une question d'ajustement et de contexte en tant que tel. Pour résumer, la gestion de la fatigue. On a des ressources limitées pour répondre à certains stress. Un stimulus est requis pour causer une adaptation, mais ta capacité actuelle de récupération dicte le degré de cette adaptation. Un stress psychologique élevé viendra empêcher ou diminuer la possibilité de bien récupérer d'un entraînement en résistance. La totalité des stress imposés à ton organisme doit être prise en compte lorsque tu crées et que tu appliques une programmation. Tu peux avoir différents types de stress, comme les stress physiques, physiologiques, sociaux, existentiels, émotionnels, mental ou financier. Stress physique ou physiologique, on en a parlé, c'est par exemple, tu vas donner une tension interne à tes muscles, de telle sorte que tes muscles devront se restructurer, donc tu devras apporter de nutriments. Ça peut être également un stress physiologique au sens où tes capacités normales seront altérées via par exemple une maladie,
Un stress existentiel comme par exemple un manque de sens, tu ne sais pas vers où tu vas, vers où tu tends, tu ne sais pas ce que tu veux réellement. Un stress émotionnel vis-à-vis d'une relation qui se passe de manière compliquée actuellement, potentiellement. Un stress mental parce que tu n'arrives pas à être productif et à gérer les choses dans ta vie et tu as l'impression de toujours être pris de toutes parts, de plein d'activités à faire. Et enfin, un stress social comme potentiellement voir des gens ou devoir faire des activités, devoir sortir alors que tu n'es pas forcément à l'aise avec ces aspects-là. Fondamental mais important de bien souligner, si tu n'as pas de surcharge, tu n'as pas d'adaptation, donc tu as peu de besoins de récupération. En corrélation, s'il y a trop de surcharge, il y a des adaptations présentes, mais tu as un long temps de récupération et cela limitera ta surcharge progressive de la séance suivante, donc l'adaptation diminue et forcément tu auras des résultats hypertrophiques moins présents. C'est ce que l'on disait, tu as besoin du juste compromis de surcharge pour une bonne adaptation et optimiser la récupération afin de pouvoir te réentraîner, ainsi de pouvoir créer une nouvelle surcharge. À garder en mémoire qu'il y a deux types de fatigue. Une fatigue qui sera présente durant la séance, qu'on va appeler centrale et périphérique. Fatigue nerveuse et localisée à l'endroit où tu bosseras ton muscle durant ta séance ou tes muscles. Et enfin, une fatigue qui sera quant à elle plus centrale et avec des dommages musculaires qui sera après la séance. Ok, attaquons désormais la programmation hypertrophique en tant que telle. Quelle est ou quelle doit être la bonne structure? Tout d'abord, et point fondamental et le plus important, tu dois faire une analyse de tes besoins. C'est-à-dire de quoi est-ce que tu as besoin d'améliorer en fonction de tes objectifs. Que ce soit physiquement, visuellement, point de vue des performances, point de vue de mobilité. Lorsque j'ai des athlètes en coaching, c'est le point premier et non négligeable à prendre en compte. Forcément, si tu as un objectif hypertrophique de bodybuilding, il est important de regarder où tu en es, de voir vers quel objectif tu tends devenir, être ou avoir. Également un bon choix des patterns d'exercice, un bon volume, c'est-à-dire un pourcentage de séries effectives, avec une bonne intensité relative et absolue, un bon training split, donc une bonne fréquence, un bon modèle de progression, sans trop rentrer dans les détails. Il peut y avoir plusieurs modèles de progression, que ce soit double progression, triple progression, progression linéaire. Enfin, il y a pas mal de systèmes de progression, mais dans l'idée, avoir une forme de surcharge progressive. Une bonne gestion de la fatigue, comme on a parlé, pouvoir s'autoréguler, comme par exemple, il y a le déload sur tous ces aspects, que ce soit réactionnel, pro-réactionnel, prévu en avance ou directement sur le moment, ou prendre tout simplement un jour de repos si l'on sent qu'on n'a pas bien récupéré et qu'on doit s'entraîner le jour même. Je ne vais pas plus détailler tous les déloads, les types de récupération à mettre en place, mais c'est à garder en mémoire. Il serait important également de traquer de multiples variables afin d'évaluer objectivement et subjectivement ses progrès sur le court, moyen et long terme, puis réajuster au plan si nécessaire. Tu peux voir désormais un petit résumé de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. En termes de l'intensité, on peut être de 6 à environ 20 répétitions à partir du moment où tu seras proche ou à l'échec musculaire. Et si tu fais bien ton mouvement, mais potentiellement c'est le bon nombre, la bonne fourchette de répétitions pour pouvoir mettre une bonne tension interne et avoir des bons résultats. Pour le volume, on serait sur plus de 10 par semaine séries effectives, jusqu'à 20 ou plus que 20 si spécialisation, mais majoritairement entre 10 et 20 pour chaque groupe musculaire si possible. Pour la fréquence, entraîner le muscle 2 fois par semaine pourrait être plus intéressant. Le temps de repos, effectivement, ça dépend de pas mal de contextes. Pour le tempo, pour l'hypertrophie, toujours intéressant de bien contrôler l'excentrique et de bien gérer le principe d'inertie. Et enfin, pour la sélection d'exercices, d'un point de vue général, potentiellement plus intéressant de mettre les exercices polyarticulaires en premier dans ta séance, puis les exercices monoarticulaires en fin de séance, et de prendre des exercices où l'athlète est bon et que l'athlète aime, des exercices qui permettront de bosser spécifiquement la portion de muscle où le muscle est désiré, suivant la position que l'on cherche, etc. Mais on détaillera plus cela par la suite. Prenons mon exemple concret avec la nouvelle programmation que j'ai depuis le 19 février. Pour faire un résumé vis-à-vis de tout ce qu'on a dit auparavant, lorsque j'ai de nouveaux athlètes en coaching, toujours, ce que je fais, c'est d'analyser physiquement la personne, de voir où elle en est actuellement, si potentiellement elle a des points faibles ou non, mais ça on verra par la suite. Dans l'idée, c'est en gros voir potentiellement les points où il est bien harmonieux, bien développé, les points où potentiellement il a un retard par rapport à d'autres points. Bref, toujours analyser le pourquoi, voir où il en est actuellement et modifier la programmation en fonction. Comme vous pouvez le voir en ce sens, à gauche, les groupes musculaires que j'ai répartis, au milieu, le nombre de séries par muscle par semaine que j'avais via mon ancienne programmation, suivant chaque muscle, et maintenant le nombre de séries effectives que j'ai via ma nouvelle programmation. En termes de séries effectives totales, avec mon ancienne programmation, on était à 168. Avec ma nouvelle programmation, on est sur du 193. Pour mon ancienne programmation, que j'ai eue pendant pas mal de mois, voire années, j'ai fait une grosse spécialisation sur les manques que j'avais à l'époque, c'est-à-dire sur la chaîne postérieure, que ce soit pour le haut du corps ou le bas du corps.
donc niveau dos ou niveau ischio-fessier par exemple. Lorsque j'analysais mon physique récemment, effectivement, j'ai beaucoup gagné en ces schèmes que je voulais améliorer auparavant. Néanmoins, même si j'ai un aspect harmonieux et bien développé de mon corps, symétrique, j'en suis plutôt content, j'ai remarqué qu'il y a certains points qui pouvaient être améliorés afin que mon physique soit encore mieux. Quels sont ces points ? Tout simplement les pectoraux, les deltoïdes antérieurs, les triceps, les adducteurs et les quadriceps. Donc majoritairement, comme vous pouvez vous en douter, c'est plus sur ce qui sera exercice de poussée. Et c'est pour ça qu'en termes de grand dorsal, je perds par exemple 2 séries. En termes de pec, je gagne 2,5 séries. Deltoïde antérieur, j'ai doublé quasiment en termes de séries. Triceps également, j'ai significativement augmenté. Pour les quadriceps, très légèrement. Et vous pourrez vous dire, si jamais il voulait améliorer ses quadriceps, pourquoi est-ce qu'il n'augmente que d'1,5 séries effectives par semaine ? Tout simplement parce que les exercices utilisés ne sont pas du tout le même. Il y a une répartition plus intelligente, plus cohérente et surtout avec une tension beaucoup plus importante. Il y a des exercices que je vais mettre en place. Donc si on fait le référentiel, les 15,5 séries effectives que j'ai dans la semaine actuellement par rapport aux 14 séries effectives d'avant, peut-être que les 14 séries effectives seraient dans les 7-8 séries effectives vis-à-vis de ce que j'ai actuellement pour les 15,5. Bref, en gros, une fois que j'ai vu les schèmes que je voulais améliorer sur mon physique, eh bien, j'ai tout simplement pensé à la fréquence d'entraînement que je pourrais faire dans une semaine pour que ce soit optimisé pour moi. Avant, j'étais sur 2 lowers et 2 uppers par semaine. Désormais, je suis passé sur 5 entraînements par semaine au lieu de 4, sachant qu'avant, j'étais une semaine, 4 entraînements, la semaine d'après, 3 entraînements, parce que pour compenser mon manque de fréquence, j'avais un très gros volume, potentiellement, mais surtout une très haute intensité, ce qui faisait que je m'entraînais un lower, je faisais repos, upper, repos, donc une semaine 4 entraînements, semaine d'après 3 entraînements. Actuellement, je suis passé sur lower push-pull, lower upper, avec un repos après mes 3 premiers entraînements et un repos après mes 2 premiers entraînements. J'ai augmenté ma fréquence. Vous avez vu également que le volume a été augmenté. C'est pour cela que l'intensité, néanmoins, a été un peu rabaissée. Et lorsque je m'entraîne avec une très haute intensité, comme j'avais potentiellement auparavant, je prends 1 ou 2 jours de repos en plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 5 entraînements dans la semaine, actuellement, je fais assez souvent 5 entraînements une semaine, 4 entraînements la semaine d'après, etc. Et on parlait de gestion de la fatigue. Là, c'est surtout en fonction de comment je me sens vis-à-vis des jours où je dois aller m'entraîner. Par exemple, il m'est arrivé, surtout pour les séances lower, parce que je sais que c'est assez complexe et je dors assez mal la nuit et le lendemain je suis assez fatigué, il se peut que je fasse une séance lower A, push, repos, pull, repos, lower B, upper, repos, etc. Ou dans tous les cas, je ferai attention parce que moi, ce que je veux maximiser actuellement sur mon physique, c'est les lower, le bas du corps toujours, notamment les quadriceps, mais le bas du corps toujours, et tout ce qui sera exercice de poussée. Donc, maximiser, garder en tête le repos, ma gestion de la fatigue pour que les séances où je dois m'entraîner le bas du corps et push en tant que tel, ce soit où j'ai le plus d'énergie, le plus de récupération. On parlait également des variables qui doivent être traquées pour pouvoir optimiser le maximum son hypertrophie, gestion de la fatigue, récupération, etc. Comme vous pouvez le voir ici, c'était ma 3e semaine de suivi et je traque plusieurs variables. Il y a l'onglet checking que j'ai et que j'utilise pour mes athlètes ou même pour moi-même car je me coach comme un de mes athlètes. Tout d'abord, nous prenons le poids tous les matins pour avoir une moyenne objective en fin de semaine du poids réel que tu as actuellement, car le poids peut varier par énormément de facteurs, ne serait-ce que les résidus dans l'estomac, si tu as un petit peu de rétention d'eau, si tu as tes stocks de glycogène plus remplis, si tu as mal dormi la nuit, enfin énormément de facteurs. Dans l'idée, se peser avec le même protocole tous les matins, c'est-à-dire après s'être levé, en sous-vêtements, à jeun, après être allé aux toilettes. Potentiellement des mensurations pas tellement intéressants comme facteurs à prendre en compte pour l'instant pour moi, mais potentiellement par la suite, pourquoi pas. Un point de vue des objectifs de macronutriments que je dois avoir pour optimiser tous mes facteurs de récupération. Et moi, je fais sous point de vue diète plus flexible, donc j'agence pour avoir le bon quota en fin de journée, avec forcément une dose de glucides qui change les jours training par rapport aux jours moyens. J'ai environ 60 grammes de glucides plus les jours training, et pareil, c'est réparti d'une manière différente au sens où péri-training, autour de l'entraînement, j'aurai 40 à 50% de mon quota glucidique de la journée pour pouvoir optimiser mon entraînement et donc peu de lipides dans ces eaux-là, avec un peu plus de lipides le repas du soir pour pouvoir avoir un effet satiété et rassasiement un peu plus élevé que ça me tienne dans la nuit que je n'ai pas faim. Mais je ne vais pas trop détailler non plus la nutrition, ça sera peut-être une autre vidéo. Dans l'idée, voyez-vous, j'ai également ici une approche beaucoup plus flexible de ma diète à partir du moment où j'ai mon bon quota protéique et mon plus ou moins bon quota lipidique, même si c'est pas forcément le plus important, mais j'agence les glucides en fonction de comment doit être ma récupération. Et choses qui sont importantes pour moi à prendre en compte, je monitore également ma faim, mes fringales, ma digestion, mes selles, que ce soit en nombre et en qualité, mon nombre de pas, si je fais du cardio, mon training du jour, ma motivation pour aller m'entraîner du jour, mes performances à la séance, mon plaisir de la séance.
Vous avez vu que c'est dans des catégories différentes. Là, je vous parlais de training et cardio. Récupération et stress, plus ce qui sera courbature, énergie, stress, sommeil en durée et en qualité perçue. Et enfin, si j'ai des notes additionnelles et l'adhésion vis-à-vis de la phase du jour dans lequel je suis actuellement. En fait, ce mix me permet justement de pouvoir tout agencer pour être sûr et certain que je puisse donner le maximum de moi-même et surtout de pouvoir m'autoréguler dans ce que je vais pouvoir faire d'un point de vue entraînement. Et d'un point de vue un peu plus spécifique, si on prend l'exemple d'une séance, j'ai ici pris l'Over B, quand je parlais de traquer les variables et de voir justement le différentiel de semaine en semaine pour pouvoir monitorer également ses progrès. Vous pouvez le voir ici, comme je vous ai dit, il fallait que j'optimise mes quadriceps notamment. Donc, je vais commencer par une presse focus flexion de genou, presse focus quadriceps. Ensuite, un gros exercice polyarticulaire pour bosser mes ischios en position étirée, mes fesses en mid-range et mes adducteurs en position étirée également et mes érecteurs du rachis, à savoir le Romanian deadlift barre libre avec des sangles et de la magnésie pour ne pas que le facteur limitant soit la poigne. Presse horizontale, bilate, focus fessier en unilatéral pour les fessiers en position étirée, pareil pour les adducteurs. Leg extension bilatérale pour focus encore une fois quadriceps, cette fois-ci en position raccourcie par rapport à ici où j'étais plus en position mid-range voire étirée. Et j'ai peu de volume entre guillemets pour cette séance-là d'un point de vue des quadriceps, je suis plus sur un format intensité. Ensuite du leg curl pour bosser les ischios en position raccourcie, des abdos à la machine, crunch à la machine pour bosser le grand droit en position totalement raccourcie et enfin des mollets à la presse pour focus donc mes mollets, gastrocnémien majoritairement même si le solaire bosse aussi, mais en position étirée. Et point intéressant par exemple, là, c'est la séance que je devais faire il y a maintenant une semaine, donc j'avais préparé cette séance-là il y a plus ou moins 2 semaines. Dans ce terme d'autorégulation, via traquer les variables que je vous ai énoncé juste avant, vous voyez que pour le premier exercice, je devais faire par exemple 12 répétitions à 190 kg, 12 à 180 et 14 à 170. Or la veille, j'avais bien mangé, j'avais un bon stock de glycogène, la nuit, j'avais bien dormi, j'étais bien reposé. Bref, tout était vraiment optimisé, je me sentais bien le jour J. J'ai vu que pour les charges effectives d'échauffement, où là j'ai 3 séries effectives d'échauffement pour ce premier exercice après ma routine d'échauffement, je me sentais bien. Eh bien, ce que j'avais potentiellement prévu théoriquement le plus optimal possible, j'ai vu que j'avais la capacité de faire mieux avec l'aperçu de l'effort, le ressenti à l'effort qui était proportionnel à ce que je devais mettre dans cette séance quand je l'ai programmé vis-à-vis de ça. Donc je suis passé à 12 à 190 de mémoire, 10 à 190 et 14 à 180 et c'était aussi compliqué relativement que si je devais faire ça. Pareil pour le leg curl allongé où j'ai fait 13 et 12 répétitions à 55 kg au lieu de 13 et 12 à 52 et ensuite j'ai fait 13 et 12 à 50 kg au lieu de 45 kg. Et en termes de progression également hypertrophique, là vous pouvez le voir, exemple concret pour le RDL, j'ai 8 à 170 et 2 x 8 à 155. Or, lorsque nous étions fin décembre, début janvier, j'avais des séries à 200 kg. Donc on peut dire, mince, il a régressé, comment ça se fait? Sa programmation n'est pas optimale, il faut qu'il la revoie. Alors, en fait, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Maintenant, vous voyez déjà où je veux en venir parce qu'on en a parlé. Mais en termes de surcharge progressive, ce que l'on veut, c'est pas vraiment la charge en tant que telle, c'est la tension interne que l'on pourra générer dans nos muscles. Il y a différentes manières d'avoir une surcharge progressive, qu'on verra par la suite. Mais pour donner un seul exemple, je suis passé de 200 à 170 kg, tout simplement parce que avant, en phase excentrique, j'avais environ une bonne seconde et demie de descente. Je faisais 1 voire 2 grands max et j'avais pas de pause en bas et je remontais. En gros, ça faisait 1, 2, 1, 2. Là où maintenant, pour mon exécution, j'ai beaucoup plus de tension mécanique, de tension interne et je prends beaucoup moins dans mes tissus conjonctifs. Donc même d'un point de vue récupération, c'est mieux. Au sens où maintenant, pour mon exécution, je fais 1, 2, 3, 1, tac. Vous voyez que c'est beaucoup plus long. Pour une répétition, potentiellement, je fais ce que je faisais avant en 2 répétitions et demie. Et en bas, tout simplement, je traque ce que je fais de semaine en semaine et ça nous permet d'avoir le tonnage effectif de la séance. Donc, soit par exemple répétition fois série. Donc, on peut voir en termes de volume effectif pour l'exercice ou sur la séance si l'on est mieux que la dernière fois. Donc, potentiellement, ça peut témoigner à standardisation égale d'une bonne progression. Mais en l'occurrence, autrement, ça nous permet de voir si ce n'est qu'en termes de charge ou de répétition, de semaine en semaine, s'il y a une progression ou non, à savoir que si on est intermédiaire ou débutant, on peut aller chercher une augmentation de 5-10% par exemple de semaine en semaine. Après, plus on est avancé, si l'on arrive à ne serait-ce qu'avoir une répétition à standardisation égale toujours de mieux par rapport à la dernière semaine,
sur une série, ce sera déjà très bien. En tout cas, progresser sur un exercice de sa séance, ce sera très bien. Ok, pourquoi potentiellement tu as un point faible? Alors, je n'aime pas ce terme. Je n'aime pas ce terme où, encore une fois, et là ça reprend ce qu'on a vu au début, je vous ai dit, lorsque je prends un athlète, je trouve nécessaire qu'il m'envoie une vidéo de son physique actuel et je lui dis, ok, je te fais une analyse de ton physique et vu de ce que je vois de ton physique actuel, tu as point fort ça, point moyen ça et point faible ça. Non pas que relativement, effectivement, il a des points forts, des points faibles et des points moyens, ça n'a pas vraiment de sens, mais vous l'avez compris, plutôt que actuellement, via ce qu'il a de développé d'un point de vue symétrie, harmonie, même développé musculairement en tant que tel, mais en tout cas, il y a des groupes musculaires ou des faisceaux musculaires qui semblent ou qui sont plus développés que d'autres. Soit d'un point de vue général, par exemple pectoraux plus développés que triceps et deltoïdes antérieurs, ou soit d'un point de vue plus spécifique de groupes musculaires, au sens portion abdominale, sternale et costale des pectoraux plus développés que la portion claviculaire. Dans l'idée, réagencer son entraînement, on en parlait avant, pour que ce soit ces points qui soient optimisés par rapport à d'autres plus développés. Mais pourquoi est-ce que ces points sont plus développés que d'autres? Tout simplement, énormément de facteurs, ce qu'on va voir directement dès à présent, mais l'excuse du génétiquement, c'est ma morphoanatomie, c'est parce que j'ai des longs segments, donc c'est pour ça, et j'aurai toujours manque de muscles à cet endroit-là, c'est la solution de facilité, mon ami. Plusieurs facteurs à prendre en compte dans ce qui peut affecter qualitativement la tension et le volume. D'abord, une mauvaise activation entre mobilité active et troubles moteurs. Prenons l'exemple du développé couché. Mobilité active, c'est la mobilité, l'amplitude active que tu as actuellement lorsque tu veux faire ton mouvement. Mime le mouvement en vide, si tu veux faire ton développé couché haltère par exemple, moi je suis à là. Maintenant, mobilité passive, c'est si j'applique une force, une charge externe, vous voyez que je gagne en étirement. Sauf que là, je prendrai plus d'un point de vue tissu conjonctif parce que j'ai pas les capacités actuelles de pouvoir générer de la force dans ces genres d'amplitude personnellement. Donc déjà, tu peux affecter ton mouvement et potentiellement générer des troubles, des tensions en tout cas, si tu cherches à trop vouloir faire. Également, un mauvais stimulus, du point de vue de la tension mécanique, un mauvais choix d'exercice, une mauvaise exécution, que ce soit via la forme ou via le tempo, pas assez ou trop d'efforts relatifs, un effort absolu trop bas, ou encore ne pas faire assez de séries par séance ou par semaine. J'ai eu un athlète qui est venu me voir et qui faisait de mémoire 34 séries par semaine de pectoraux, séries effectives, ce qui était énorme, et il avait des pectoraux en point moyen, voire faible, vis-à-vis d'autres faisceaux musculaires. Comment ça se fait? Eh bien tout simplement, la sélection de ses exercices n'était pas optimale, il bossait toujours ses pectoraux en mid-range, majoritairement, et surtout, son exécution n'était pas forcément la bonne. Il avait toujours dans ses exécutions une sorte de flexion d'épaule, donc majoritairement déjà en position initiale dès le setup du mouvement, il avait ses pectoraux qui n'étaient pas totalement étirés. Quand il faisait son mouvement, naturellement, il bossait plus, il étirait plus tout ce qui était triceps et deltoïde antérieur. Exemple bateau. C'est pour ça que parfois il est mieux de faire 10 séries mais avec une bonne exécution que de chercher à faire 16 séries pour se dire trop bien, je vais avoir beaucoup plus de stimulus, un muscle qui va grossir. Potentiellement, si tu règles pas le problème de départ qui est que tu ne sais pas faire le mouvement ou tu ne sais pas pourquoi tu fais le mouvement, tu as beau rajouter du volume, tu vas encore grossir les autres muscles annexes, connexes, qui bossent plus parce que tu es placé, aligné de telle sorte que ce sont eux qui vont plus prendre dans le mouvement. Donc en termes de mauvais choix d'exercice, ce serait par exemple faire du développé couché prise serrée pour se dire que tu auras plus de pectoraux, ce sera plus focus triceps. Une mauvaise exécution, on en a parlé, en termes de tempo, ce serait ne pas gérer le principe d'inertie, comme par exemple si tu veux faire des élévations latérales, ce serait vraiment balancer la charge et quand tu seras en haut du mouvement, donc ton haltère ira flotter plus ou moins vu que tu auras appliqué de la force. Normalement, vu que c'est la force de gravité, tu auras le maximum de tension quand ton point pivot, donc ton bras sera à 90 degrés par rapport au vecteur du mouvement, donc ici, quand tu seras à 90 degrés d'abduction transversale par rapport à ton épaule. Sauf que si tu mets toute la tension lorsque tu t'aides pendant ton mouvement, là, ton bras ira flotter, tu auras quasiment pas de tension, ton élévation latérale, tu bosseras plus les trapèzes au début du mouvement pour faire ton élévation, les érecteurs spinaux si tu bouges ton bassin, que littéralement tes deltoïdes médians. Pas assez ou trop d'efforts relatifs, c'est par exemple, oh j'arrive pas à prendre des jambes, comment ça se fait, je comprends pas, et tu regardes l'exécution de la personne et sa vitesse concentrique est exactement la même, donc la vitesse à laquelle il fait son exercice de poussée, par exemple sur un exercice quadriceps, sera exactement la même entre sa première répétition et sa dernière répétition. Dans ces cas-là, ça témoigne objectivement d'un manque d'intensité en tant que tel absolu, parce que la personne aura encore 6 ou 8, voire plus de répétitions en réserve que ça. Il y a un effort relatif qui peut être pas forcément corrélé au sens où tu as l'impression de vraiment donner tout ce que tu as, que ce soit très compliqué, alors que d'un point de vue absolu objectif, comme je dis, d'un point de vue externe,
on voit que réellement tu en avais beaucoup plus sous le pied. Un effort absolu trop bas, ce serait par exemple pas assez de séries dans la semaine et tu as du mal à donner ce que tu dois donner quand tu dois le donner, donc ça corrèle un peu avec le reste qu'on vient d'énoncer. Et ne pas faire assez de séries par séance par semaine, c'est se dire je veux avoir des gros biceps, mais tu ne fais que 4 ou 6 séries de biceps par semaine par exemple. Également trop de fatigue avec un mauvais choix de l'ordre des exercices, une mauvaise exécution, une intensité relative ou absolue trop élevée, un volume d'entraînement trop élevé, trop de séries d'échauffement et pas assez de repos inter ou intra-série. Mauvais choix de l'ordre des exercices, ce serait par exemple mettre un Romanian deadlift, donc gros exercice polyarticulaire assez contraignant d'un point de vue stabilité interne et même qui demande beaucoup de groupes musculaires, donc même d'un point de vue nerveux, ça demande énormément de concentration et de technique. Ce serait par exemple le mettre en fin de séance alors que tu aurais déjà en plus pas mal bossé avant tout ce qui sera utilisé lors de ce mouvement. Par exemple, tu auras déjà fait des ischios, des quadriceps, des fessiers. Une mauvaise exécution, reprenons l'exemple de ce RDL pour une mauvaise exécution, ce serait par exemple faire une grosse flexion lombaire ou avoir une amplitude vraiment minime. Un volume d'entraînement trop élevé, ce serait comme j'ai dit auparavant, par exemple, se dire il faut que j'ai des gros pectoraux, donc je vais me faire 34 séries par semaine, alors qu'il y a d'autres facteurs plus fondamentaux à prendre en compte auparavant. Trop de séries d'échauffement, ce serait vraiment trouver le meilleur rapport entre temps et efficience pour bien préparer l'exercice que tu vas faire sans non plus trop te fatiguer. Par exemple, si tu fais un gros exercice polyarticulaire et que c'est le premier de ta séance et que tu n'as pas encore chauffé les muscles qui vont te permettre de faire ce mouvement, tu peux aller chercher de 3 à 4 séries d'échauffement max et dans l'idée, tu fais une gamme ascendante en montée de charge progressive, une pyramidale où tu augmentes de plus en plus l'intensité, le pourcentage de ton 1RM, enfin en tout cas le pourcentage avec laquelle tu vas faire ton top set, donc de la charge effective par laquelle tu vas commencer, mais tu réduiras au fur et à mesure ton nombre de répétitions. Si tu fais un exercice à 100 kg, tu vas commencer série d'échauffement, tu vas te faire 6 ou 8 répétitions à 45-50% de ta charge de travail. Ensuite, tu feras environ 4 répétitions à 75-70% de ta charge de travail. Et enfin, dernière série de chauffe, tu feras que 2 ou 3 répétitions grand max à 85% de ta première charge de travail, 90 par exemple. Passer de repos inter ou intra-série, c'est se dire oh, il faut que je garde une accumulation de métabolites à certains endroits. La congestion, c'est bien, c'est ce qui permet de maximiser l'hypertrophie. Malheureusement non, et se dire bon bah entre deux exercices, je vais mettre que 2 minutes de repos. Tu n'auras pas assez récupéré, tu seras déjà flingué quand tu vas aller faire ta série, donc tu vas rater beaucoup de volume effectif de travail. Tu vas pas optimiser ton hypertrophie malheureusement. Pour un gros exercice où tu vas mettre une très grosse intensité, et notamment où tu as besoin vraiment de technique, ce n'est pas déconnant de parfois prendre 4 ou 5 minutes de repos entre tes séries. Après effectivement, si tu fais des élévations latérales pour bosser ton deltoïde médian, tu n'as pas forcément besoin de prendre 4 minutes de repos. C'est toujours suivant le contexte du muscle que tu vas bosser, de où tu en es dans ta séance. Un muscle relativement plus petit avec un exercice potentiellement où tu seras plus stable, exercice d'isolation par exemple, tu prendras un peu moins de repos. Passons désormais au choix de l'exercice pour optimiser l'hypertrophie. Il faut savoir que la tension n'est pas répartie de manière uniforme. Chaque fibre subit un degré différent de tension mécanique. Cela se varie via les points d'attache, la relation tension-longueur, le profil de résistance, ou encore même l'orientation des fibres musculaires. Les muscles ont en effet différents chefs, différents points d'attache, donc l'angle de travail peut avoir une importance pour travailler un segment musculaire précis. Dans la pratique, de manière plus concrète, qu'est-ce qu'il faut analyser ? Dans un premier temps, tes capacités à te mouvoir dans l'espace et à pouvoir générer de la force dans des amplitudes données. Encore une fois, après l'analyse qualitative et quantitative du physique de mon coaché, pré-coaching, je lui demande toujours de faire plusieurs tests initiaux pour voir notamment la mobilité active et ses capsules articulaires et ses réflexes moteurs. Un exemple de test initiaux que je fais à mes athlètes pré-coaching serait celui du Gait Cycle, test qui permet de voir au point de vue du pied comment tu te meus dans l'espace. Également, il faut analyser les paramètres requis afin de pouvoir travailler le bon muscle ou la bonne portion de muscle, à savoir l'alignement, l'amplitude de mouvement, le bracing et la stabilité, l'exécution, là où les transmissions neuronales et l'adhésion. Pour faire un résumé, qu'est-ce qu'il faut analyser ? Déjà, une sélection plus précise d'un point de vue biomécanique, le ratio stimulus-fatigue, l'amplitude, la stabilité et le point de départ. Ensuite, d'un point de vue plus global, les muscles, la tension, la fatigue, les articulations et l'orientation des fibres ainsi que les différents plans dans l'espace. Et pour l'exécution en tant que telle, il faut que l'exécution soit effectuée en sécurité, sans gêne et sans douleur, qu'il y ait l'intention avant et pendant le mouvement, c'est-à-dire savoir pourquoi faire tel mouvement et ce qu'on cherche à travailler, la stabilité induite par l'exercice, que ce soit stabilité interne ou externe, faire l'exercice sans compensation et avec une amplitude adéquate. Comment bien apprendre et effectuer un mouvement ? Il faut savoir qu'il y a 3 étapes et ce sont les étapes qu'on appelle de FITS. La première étape est l'étape cognitive. On prend l'info de quelque chose que l'on a vu, entendu ou senti
et on essaie de comprendre comment faire cette tâche. On fera également X erreurs pour trouver ce qui nous convient le mieux. Ensuite, une étape qui sera plus associative. On comprend la tâche à faire et l'on comprend ce qui vient affecter le mouvement pour le répéter adéquatement. On commence à avoir un début de standardisation, voire on a une bonne standardisation et on a un début de compétence inconsciente au sens où on peut commencer, où on commence à s'auto-corriger afin d'effectuer le mouvement, le bon mouvement. Et enfin, une étape où l'on est autonome, le mouvement devient naturel et la performance devient de plus en plus compliquée car on a un niveau technique avancé. En gros, pour faire une amélioration, donc mieux faire le mouvement, il faut de la constance, de la stabilité, de la persistance et de l'adaptabilité. Pour illustrer tout cela, j'ai voulu vous mettre deux exemples d'exécution, une avec un pattern potentiellement inadéquat qu'on a dû ajuster avec un de mes athlètes, qui était via l'exercice du vertical row unilatéral focus iliac lats, donc la partie basse des grands dorsaux en position ici étirée, et un exemple d'autre pattern qui serait cette fois-ci adéquat pour focus les quadriceps, donc une presse horizontale. À gauche, ce que l'on cherche à bosser sur ce mouvement de tirage vertical, c'est la portion basse des grands dorsaux, comme je vous l'ai dit. J'ai tracé différents vecteurs afin que vous puissiez comprendre comment et pourquoi il est important de bien s'aligner pour bien effectuer le mouvement. Pour les mouvements actuels, comme vous pouvez le voir, il y aura le violet, les pointillés noirs, le point bleu ciel et le point orange ici. Pour le mouvement qu'il devra ajuster, faire par la suite pour qu'il soit plus optimal, on aura les lignes vertes, les vecteurs verts, donc la ligne blanche, le point bleu foncé ici et le point rouge ici. Comme je l'ai indiqué, les pointillés noirs, ce sont la position actuelle dans laquelle il met son buste dans l'espace. Il a une torsion mais pas une inclinaison du buste. La ligne blanche, c'est la même position du buste mais avec l'inclinaison à droite qu'il devra avoir pour bosser ce côté droit. Pourquoi? Très rapidement, lorsque vous cherchez à bosser votre grand dorsal, il y a plusieurs fonctions que votre grand dorsal fait, donc il faut mettre en place certains types de mouvements afin de pouvoir adéquatement bosser votre grand dorsal. Sur un mouvement de tirage vertical en unilatéral, qu'est-ce que ce sera? Ce sera tout simplement garder le coude près du buste le plus possible pendant tout le mouvement, mettre sa main en prise neutre ou légèrement supinée, entamer le mouvement par une dépression ou un abaissement de l'épaule, et faire ce mouvement de tirage en arc de cercle en ramenant son coude au niveau des hanches. Et dans l'idée encore mieux, si on peut chercher une meilleure adduction transversale, donc un meilleur étirement au début du mouvement. Dans l'idée, il peut être intéressant d'incliner son buste sur le côté. Non pas que le grand dorsal a une fonction d'inclinaison du buste sur le côté, c'est le rôle ici des obliques, mais tout simplement dans l'histoire d'être dans l'alignement. Si je me mets comme il était actuellement, si la poulie est là, je fais une torsion de buste, mais non pas une inclinaison, même si j'applique ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire coude près du buste, etc., que je fais mon mouvement, naturellement, mon coude partira vers l'extérieur. Donc si mon coude part vers l'extérieur, je perds de la tension au niveau du grand dorsal parce que le vecteur de force ira vers l'extérieur et je serai majoritairement sur du deltoïde postérieur et le haut de mon dos. Donc comment faire pour agencer ça? Et bien tout simplement, c'est à moi de m'adapter vis-à-vis de la poulie, de la machine, bref de l'exercice que je fais actuellement. Donc j'incline mon buste, en plus de la rotation médiale, j'incline mon buste et maintenant quand je vais faire le tirage, le mouvement de tirage, vous voyez que mon coude reste vraiment collé à mon buste. Et c'est donc l'idée de la correction qu'on a mise en place également ici. Je lui demande d'incliner son buste sur le côté avec les lignes blanches, de telle sorte que son point d'articulation, point pivot de l'épaule qui était ici se retrouverait ici et au niveau de son coude où il fait le mouvement, ce serait maintenant directement, comme je viens de vous indiquer, sur son grand dorsal et au niveau du vecteur de force appliqué par la poulie droite comme ceci par rapport au bras de levier qu'il mettra, ce sera beaucoup plus dans l'alignement, donc il générera beaucoup plus de force au point de vue du grand dorsal, bref, et il sera vraiment dans l'alignement de son mouvement, ce sera beaucoup plus adéquat. Je viens de vous faire un résumé de ce qui est indiqué avec le schéma, mais en gros, si le vecteur de force est aligné avec les angles d'articulation ici, donc l'épaule et le coude, le bras de levier, il sera adéquat, il sera dans l'axe des fibres de la portion iliaque des grands dorsaux. De l'autre côté, vous pouvez voir un exemple justement de presse quad gaze, comme je vous ai dit, avec jaune vecteur de force de la machine qui ira dans cet environ-là, et en bleu, mes angles d'articulation, et en rouge, mes bras de levier par rapport au vecteur de force, par rapport à l'endroit où je génère de la force, j'aurai un bras de levier qui sera beaucoup plus important au point de vue de ma flexion de genou que ma flexion de hanche. Donc c'est bien un mouvement focus flexion de genou et je suis stable, je peux générer beaucoup de force, etc. Je suis dans l'alignement, je suis bien placé et je bosse bien ce que je veux bosser. Prenons un exemple désormais plus précis avec les quadriceps dans l'idée de choisir le meilleur exercice afin d'optimiser l'hypertrophie. Pour les quadriceps, d'un point de vue anatomie fonctionnelle et biomécanique, on a 4 chefs. Donc 4 chefs, on a le vaste médial, le vaste latéral. On a également ici le grand droit ou le rectus femoris, c'est le même nom. Et en dessous, on a le vaste intermédiaire que l'on ne voit pas également ici. Dans ces 4 chefs, tous participent à l'extension de genou, mais il n'y a que le grand droit que vous pouvez voir ici
qui participent également à la flexion de hanche. Ok. Quelle est la différence entre ces deux patterns de squat à votre avis? Normalement, vous devriez commencer à pouvoir bien analyser le mouvement et pouvoir bien comprendre. Si l'on trace le vecteur de force de ce mouvement, vous pouvez voir qu'il sera majoritairement sur une flexion de genou, contrairement à l'autre exécution à droite où il sera majoritairement sur un pattern de squat certes, mais flexion de hanche, donc fessier. Et ça, c'est important à prendre en compte parce qu'il y a énormément de différences entre les deux exercices. D'un côté, soit vous faites un squat focus quadriceps avec également fessier et adducteur, ou d'un autre côté, soit vous faites un squat focus fessier avec également quadriceps et adducteur, mais comme vous pouvez le voir, il y a énormément de manières différentes, comment faire le mouvement, comment bien s'aligner, des tips à mettre en place, des problèmes techniques potentiellement que vous pourrez avoir avant le mouvement ou même quand vous ferez l'exécution du mouvement, des corrections qui seront potentiellement compliquées. Bref, sans trop rentrer dans les détails, vous pouvez faire pause et lire pour les deux variantes si vous voulez toutes les différences, mais il y a beaucoup de prérequis, que ce soit avant le mouvement, pendant le mouvement, et même d'un point de vue correction, c'est pas si simple que ça. Il faut garder en mémoire que le but de maximiser son hypertrophie, c'est de toujours avoir le meilleur ratio entre stimulus et fatigue. Donc en soi, est-ce que c'est même pertinent de faire des exercices poids libre? En effet, pour faire un squat barre libre, on va dire haute, focus quadriceps de manière saine et efficiente, on en a parlé, il y a plusieurs prérequis à avoir. D'abord, des prérequis physiques, il faut une bonne mobilité en extension cervicale et une bonne mobilité d'un point de vue thoracique de la colonne, une bonne rotation externe et une bonne mobilité au niveau gléno-huméral, une bonne stabilité du pelvis, de la force en abduction et une bonne rotation interne, une flexion de hanche et une flexion de genoux qui sont efficaces et synchrones, une bonne stabilité au niveau des genoux et enfin une bonne dorsiflexion des pieds ainsi qu'une bonne stabilité au point de vue des pieds. Mais il y a également des prérequis du mouvement en lui-même. Il y a besoin d'avoir une très grosse stabilité interne. En plus, le mouvement est très technique et c'est chaîne ouverte. Chaîne ouverte ou chaîne fermée, c'est par exemple si vous faites un mouvement sur une presse, vous allez mettre vos pieds sur un endroit et ensuite vos pieds ne seront plus capables de se mouvoir dans l'espace pendant votre mouvement. Là, chaîne ouverte pour le squat ou vous aurez possibilité de vous réajuster si besoin est. Également, le setup initial est compliqué, il est possible de très rapidement perdre sa standardisation et de compenser pendant le mouvement, comme par exemple un squat focus flexion de genou, comme on peut voir là, qui deviendra très rapidement un squat focus hip dominant, fessier, comme on a pu le voir sur l'autre photo. Également, on peut se laisser emporter par la charge où on peut avoir trop d'amplitude, en ce sens faire une sorte de butt wink ou une antéversion du bassin avec une flexion lombaire prononcée en fin de mouvement. Et également, il y a souvent trop d'apport émotionnel vis-à-vis de ce genre d'exercice. Également, et à prendre en compte, il y a une forte charge sur le squelette axial, il y a une perte de force et de fatigue qui peut être potentiellement due au fait de déraquer, de devoir re-raquer la barre, il y a du stress qui peut être présent et la prépa mentale avant de faire sa série également. Donc si l'on se place dans le mythe collectif du il faut faire de gros exercices et fondamentalement des gros exercices poids libres pour avoir le maximum d'hypertrophie possible, si l'on se place dans ce mythe collectif du je suis débutant, je veux des grosses cuisses, qu'est-ce que je fais? Je vais faire du squat. Est-ce que réellement c'est un incontournable du bodybuilding de faire notamment du squat libre? Comme on a pu le voir pour la majorité des pratiquants, non. Mais potentiellement oui pour certains pratiquants. On va voir ça dans un rapide aperçu entre les poids libres, les machines, les câbles et les poulies, et dans la mise en application pratique avec l'exemple du quadriceps et du squat libre à la barre haute. Ok, imaginons, on reset notre pensée, on se dit pas « je veux des grosses cuisses, il faut que je fasse du squat ». On se dit « je veux des grosses cuisses, des gros quadriceps, qu'est-ce que je fais ?» On part vraiment de ce focus-là. D'un point de vue hypertrophique, avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, on sait que le plus important déjà, c'est le contrôle moteur, la stabilité et la mobilité. Ok, maintenant il faut chercher un pattern de squat, c'est-à-dire avoir un mouvement qui induit une grosse flexion de genou pour bosser les quadriceps en position mid-range ou étirée. Le but, c'est d'avoir le moins de facteurs limitants possible, donc en tant que tel, moins de facteurs limitants que le squat barre libre haute sur les trapèzes. Plusieurs possibilités qui iront du squat même avec une légère variante mais qui ne change pas grand-chose à un autre exercice qui garde le même pattern de flexion de genou mais qui enlève énormément de facteurs connexes, de prérequis. Comme pour commencer, par exemple, une safety bar squat, qui est un squat barre libre, mais une prise qui sera devant soi, comme ceci. Squat à la Smith, donc focus quadriceps, du hack squat à la machine, une presse, que ce soit à l'horizontale ou à 45 degrés pour focus les quadriceps, du pendulum squat, voire du split Bulgarian squat pour focus encore les quadriceps, ou du sissy squat. Mais les deux derniers exercices n'auront pas le même type de stimuli que l'on va donner aux muscles, car ce ne sont pas vraiment des gros exercices polyarticulaires.
En tout cas, la tension que l'on pourra, la charge que l'on pourra appliquer sera moins significative que les autres exercices. Et donc toutes ces variantes sont communes et possibles en salle de sport. On a une bonne capacité de surcharge progressive dessus. On aura également un bon transfert de force possible sur son squat barre libre. Si vraiment l'idée c'est de faire un choix pour se rapprocher le plus possible du squat barre libre, focus quadriceps, mais avec le plus de surcharge et de stabilité interne et externe, sans possibles inconvénients de déficit de contrôle moteur pour le squat, il faudrait plus aller vers le hack squat ou la presse focus quadriceps. Et là, vous pouvez me dire, mais donc pourquoi ces deux exercices-là? Tout simplement, ce sont des variantes qui permettent de régler la majorité des prérequis pour effectuer le back squat. Exemple, si on a un athlète qui a une incapacité à avoir une bonne rotation externe, une bonne abduction des épaules, et si son squat focus quadriceps majoritairement, il n'arrive pas à garder vraiment le buste droit, à avoir une énorme flexion de genou pendant son mouvement et très rapidement, lors de la phase concentrique, il compense, il envoie ses fessiers vers l'arrière, ses hanches vers l'arrière pour remonter. Très rapidement, il devient hip dominant. C'est pas ce qu'on veut. Donc le hack squat et la presse focus quadriceps, ce sont des variantes qui permettent de régler ces deux soucis de manière très rapide, très simple. Et si on a un athlète stable, il pourra performer sur ces deux exercices en se concentrant uniquement sur le muscle qu'il veut bosser. Il sera bien plus productif. Ceci dit, il y a un petit mais, il y aura quand même, je pense, un besoin de travailler ses limitations pour pouvoir retrouver un spectre de mouvement beaucoup plus complet et fonctionnel. Si par exemple, il a des limitations d'un point de vue épaule, il faudrait faire en sorte que l'athlète ou soi-même soit en sorte de renforcer ses capsules articulaires, qu'il puisse avoir plus de mobilité. Dans cette idée-là, encore une fois, c'est pour ça que c'est important de faire des tests initiaux, mais il faudrait voir tout ce qui est rotation articulaire contrôlée, pec raise, potentiellement analyser et mettre en place des exercices d'activation, de mobilisation, voire de renforcement musculaire type élévation Y ou encore face pull pour reprendre ces exemples. Pour résumer, vouloir être le plus musclé, c'est bien, mais être en bonne santé physiologiquement et physiquement, c'est bien mieux. C'est le pilier fondamental pour durer dans le temps, devenir encore plus résilient, antifragile pour devenir encore plus musclé. Car en fait, et ça vraiment, c'est un point super important à prendre en compte et à se garder en tête, tu ne seras jamais aussi fort que le plus faible de tes maillons, tout comme si tu as des limitations ou que tu t'es déjà blessé à cause de ces limitations entre autres, mais que tu ne cherches pas forcément à comprendre le pourquoi pour ajuster et ensuite travailler sur le comment, tu seras toujours limité dans ta progression et où à terme tu te rebelleras. Résumons cela de manière très succincte. Dans l'absolu, il n'y a pas de mieux. Il y a simplement plusieurs choix à disposition. C'est à nous de choisir les meilleurs compromis suivant les contextes et les objectifs de la personne. Également, s'il y a impossibilité de faire une tâche, soit on fait une variation de la tâche via un autre exercice. Dans ce cas, on sera meilleur dans certaines positions et X mois plus tard, on reviendra sur l'exercice de base et on sera meilleur dessus. Ou sinon, directement, on travaille certains aspects dans sa routine afin de faire le mouvement initial correctement. Rappelez-vous, j'ai dit que le squat barre libre, c'était pas forcément un incontournable en tant que tel pour la majorité des pratiquants, mais que dans certains cas, ça pouvait être pertinent. Dans ce cas, dans quel contexte ce serait intéressant? Voici un exemple concret. Comme on a pu en parler, de back squat à front squat, ça peut être bénéfique si par exemple on est un athlète haltérophile ou de crossfit. Le but, ce serait là de renforcer un bracing ou un gainage supérieur limitant au back squat. Également, si le squat à la barre libre, c'est un nécessaire vis-à-vis du sport pratiqué, comme si on fait de la force athlétique, alors les variantes énoncées avant, comme par exemple le hack squat, sont vues comme des exercices secondaires, mais afin de pouvoir performer, comme objectif de performer sur l'exercice phare, à savoir le back squat. Si l'on a un point de vue purement force et hypertrophie, avec pour but de maximiser la stabilité interne et externe, mais si l'on a quand même la volonté de garder un squat libre parce qu'on aime ça ou parce que l'athlète que l'on a vraiment aime ça, le plus intéressant à mon sens, c'est de faire la variante la plus proche du mouvement initial, comme par exemple avec une safety bar squat. Ça permettra d'avoir beaucoup moins de limitations par rapport à un back squat ou à un front squat et on aura une meilleure stabilité, donc on aura également un meilleur transfert de force sur le back squat. Maintenant, si dans l'absolu le but c'est juste d'avoir le plus de quadriceps possible, le meilleur compromis serait de chercher parmi tous les exercices avec une forte flexion de genou, celui qui nous apporte le plus de stabilité et le moins de facteurs limitants. En faisant ça, on aura un potentiel accru d'effectuer de la force, donc d'avoir une bonne intensité, donc de se rapprocher de l'échec musculaire en sécurité, donc une meilleure hypertrophie possible. Dorénavant, une question que vous pouvez peut-être vous poser, si l'on cherche l'optimisation hypertrophique, d'après tout ce que tu nous as dit Enguerrand, il serait préférable de ne plus avoir d'exercice poids libre? Deuxième question, et si on s'entraîne seulement avec des machines, ça veut dire que je serai jamais fort?
Et non, encore une fois, ça dépend de tes objectifs. Il faut savoir que la force, ça dépend de là où on est fort. C'est-à-dire que tu peux être fort sur des machines, mais effectivement, après, si on parle de force athlétique, il est fondamentalement mieux de pratiquer les mouvements de force athlétique. Maintenant, si l'hypertrophie, c'est vraiment ton point numéro 1, eh bien, cherche la stabilité comme point numéro 1. Les machines nous permettent plus de stabilité, ou en tout cas, plus facilement que par les haltères d'un point de vue majoritaire. C'est pour ça que ça peut être potentiellement plus intéressant que les poids libres. Petit exemple d'un point de vue poids libre également pour faire le contre-coup. Si l'on choisit entre barre libre et haltère, la barre sera beaucoup plus stable, mais pour l'exemple de développé couché, un développé couché haltère sera potentiellement plus intéressant parce qu'on aura une meilleure amplitude de mouvement, donc une meilleure tension interne, potentiellement une meilleure hypertrophie. En gros, avantage des machines, on a un meilleur ratio stimulus-fatigue et on a moins de demandes de prérequis. On peut régler dès le départ le setup optimal suivant ce que l'on veut. On a une bonne stabilité, une bonne sécurité, on peut mettre beaucoup d'intensité et on a moins d'efforts dans la préparation et dans l'installation. Mais attention, c'est valable seulement si le setup et si la trajectoire prédéfinie de la machine est bonne ou ajustée en fonction, comprise et mise en pratique. En effet, bien important de comprendre également que toutes les machines ne se valent pas et pour le même mouvement, une machine pourrait être qualifiée de meilleure qu'une autre et un exercice poids libre pourrait être bien mieux qu'une machine moyenne. C'est encore une question de savoir et de pouvoir analyser, pouvoir faire le meilleur compromis avec tout ce que l'on a à disposition dans notre salle de sport. Prenons l'exemple avec 3 chest press assises. Ce sont des machines que l'on peut voir assez fréquemment pour bosser ses pectoraux dans vos salles de sport. À gauche, une machine Technogym, au milieu Hammer Strength et à droite Matrix. Sans trop rentrer dans les détails, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte et de paramètres qui changent, mais majoritairement, ce qui changera, ce sera leur prise, l'inclinaison relative du dossier et de l'assise, la possibilité de surélever la première répétition du mouvement, et surtout leur courbe de magnitude via le point pivot et le bras de levier. Et l'on peut voir que si l'on prend en compte la courbe d'amplitude du mouvement, la relation tension-longueur que l'on aura lorsque l'on fera le mouvement, et également le profil de résistance de la machine qui sera induit vis-à-vis de comment on se placerait et de comment on fera le mouvement, on aura pour la machine Matrix le meilleur compromis et le meilleur stimulus musculaire. Il y a également d'autres différences à prendre en compte avec les machines, que ce soit des machines à disque, des machines à poulies, avec différents types de poulies, différents ratios, ratio 1-1, 2-1, 4-1, des machines avec câbles, avec différentes cam belts. Prenons encore un exemple concret avec 3 leg extensions. Un leg extension Technogym à poids libre, un leg extension Panatta avec une cam belt en forme d'œuf, comme vous pouvez le voir ici, et enfin un leg extension Prime avec une cam belt en forme d'œuf, mais avec plusieurs options possibles. Ce qui change avec ces 3 machines est qu'il y aura différents profils, donc différentes courbes de résistance, et pour un exercice focus quadriceps en position raccourcie, la relation tension-longueur et l'amplitude réelle où la tension sera appliquée n'est peut-être pas la même que celle du positionnement musculaire désiré. Au sens où, par exemple, si vous mettez sur la machine Technogym, vous voyez que c'est un disque, la charge appliquée sera la gravité dès le début du mouvement, c'est-à-dire que vous n'aurez pas du tout de tension, et donc c'est plus votre bras de levier sera votre point pivot à 90 degrés par rapport à la machine, et plus vous aurez de tension, en ce sens, vous aurez le maximum de tension quand vous aurez votre quadriceps en position totalement concentrique, en haut du mouvement. Et plus vous descendrez en excentrique, moins vous aurez de tension, en bas du mouvement, vous n'aurez pas du tout de tension. Là où sur une machine Panatta, cam belt en forme d'œuf, il faut voir à quel degré la poulie vient s'insérer dans la cam belt. Ce sera quand vous aurez le mouvement à l'horizontale sur la cam belt que vous aurez le maximum de tension. Donc avec une machine Panatta, vous aurez une meilleure relation tension-longueur par rapport au profil de résistance et vous aurez une tension qui sera plus continue entre guillemets. Pour la machine Prime, ce sera comme la Panatta, mais en plus, vous pouvez régler si vous désirez avoir le plus de tension en début du mouvement, en fin de mouvement, en milieu de mouvement. C'est ainsi que pour cet exemple, le meilleur leg extension pourrait être le Panatta ou le Prime. Le Panatta dans l'exemple où vous ne savez pas comment bien configurer le leg extension Prime et vous mettez de la tension, maximum de tension en haut du mouvement, ce qui serait dommage parce que vous perdrez l'intérêt de cette machine ou vous mettrez le maximum de tension en position excentrique et comme ça de toute manière quand vous serez en position totalement concentrique en haut du mouvement via la forme de la cam belt vous aurez une bonne tension. Si vous ne savez pas bien paramétrer la machine, le leg curl Panatta sera mieux objectivement parlant que le Technogym parce que vous aurez quand même de la tension au début du mouvement et vous n'aurez pas trop de choses à régler, plus adéquat vis-à-vis de la relation tension-longueur et du profil de résistance. Également, on ne peut pas répliquer ou difficilement bien répliquer tous les exercices avec les machines. On va prendre l'exemple d'un pattern de hip hinge avec du Romanian deadlift. Voici à quoi ressemble un Romanian deadlift et c'est un exercice pour focus les ischios en position étirée et les adducteurs également, les fessiers en mid-range et les adducteurs spinaux. Si on veut faire en sorte de pouvoir focus les mêmes choses mais avec une machine, ne pas faire avec des poids libres, on se retrouve avec 3 machines. Un leg curl assis pour focus les ischios en position étirée, une presse qui serait en unilatérale avec les pieds haut placés pour focus les fessiers et les adducteurs en position étirée,
Et enfin, un back extension à 45 degrés pour bosser ses érecteurs spinaux. On passe de 4 séries d'un exercice poids libre à potentiellement 4 séries de 3 exercices pour un stimulus équivalent. Ça nous rajoute énormément de séries, énormément de volume dans la séance, ça nous rajoute énormément de fatigue. Peut-être contre-productif d'un point de vue rapport temps-efficience. Il y a également d'autres avantages pour les poids libres. Également, certaines machines ne s'ajustent pas du tout et sont fixes, donc pas adaptées à tout type d'individu. La trajectoire est assez fixe avec les machines. Il peut être compliqué de savoir et de se placer idéalement pour bosser spécifiquement ce que l'on désire. En gros, si l'on veut définir un résumé pour les avantages niveau poids libre, on peut définir sa propre trajectoire, même si ça demande de stabilité interne, et on peut définir son propre point de départ. Également, un bon exercice poids libre peut parfois faire gagner beaucoup d'exercices, de volume et de séries dans une séance. On a pris l'exemple du RDL. Et enfin, il est possible d'absolument tout travailler avec les poids libres, même si ce serait difficile d'être dans certaines positions. On peut prendre l'exemple du curl incliné halter, où d'un point de vue musculaire, on va se placer position de départ pour bosser en position totalement étirée d'un point de vue des biceps. Et en fait, vu que c'est la charge force de la gravité qui va être appliquée, on aura le maximum de tension quand on sera à 90 degrés. Dans l'idée, on se place pour bosser en position totalement étirée, mais ça sera en mid-range qu'on aura le maximum de tension. C'est de l'ordre du détail, mais avec une machine, si on se pose en position totalement étirée, ou même on se met avec une poulie, on avance son buste, on fait une extension de l'épaule, et on reste comme ça pour la poulie, on sera en position étirée au début du mouvement, et même en fin de mouvement, on aura vraiment une relation tension-longueur qui sera bien vis-à-vis de ce que l'on veut bosser. Dans tous les cas, il y a vraiment une nécessité de devoir analyser et de comprendre son mouvement, de voir ses capacités actuelles avant d'appliquer même de la charge externe, que ce soit avec machine, câble, poids libre, c'est à nous de devoir nous ajuster pour que le mouvement soit optimal. Et d'un point de vue surcharge progressive, je donnerai ici 5 exemples que sont le nombre de répétitions, le nombre de séries, la charge effective, même si c'est de l'ordre de micro-surcharge avec un gym pin, l'amplitude du mouvement ou encore le tempo du mouvement. J'en parlais avec mon RDL au début. La charge effective a été réduite par rapport à il y a 2 mois, mais je gagne beaucoup en tempo, je gagne beaucoup en amplitude du mouvement également, car je fais mon mouvement 2 fois dans la semaine et il y aura une fois dans la semaine où je ferai mon mouvement en déficit, c'est-à-dire que j'augmente mon amplitude, je serai surélevé d'environ 20 cm. Le but de la surcharge progressive, c'est avant tout d'obtenir une progression technique, de pouvoir se mouvoir d'un point A à un point B, une progression hypertrophique et également une progression en force. Tout est ensuite question de tension interne, comme on l'a vu au tout début. Ne pas oublier de voir en termes de spécificité, il faut s'entraîner suivant ses besoins, mais il est important de chercher l'optimisation tout en aimant faire ce qu'on fait. En gros, trouver le meilleur compromis entre adhésion, confiance en soi, temps, gêne ou douleur générée. À garder en tête, si tu aimes un exercice, tu le feras bien et tu émettras de l'intensité. Il faut déterminer si tu aimes faire quelque chose pour les bonnes raisons suivant tes objectifs ou s'il sera nécessaire dans ton processus de devenir le meilleur possible, de devoir apprendre à aimer ce que tu n'aimes pas actuellement ou encore même de sortir de ta zone de confort. Résumons cela de manière globale, il n'y a pas de mieux en soi, mais il y a certains outils à utiliser suivant certains moments, il y aura certaines machines qui seront mauvaises, même si on les modifie. Également, c'est avant tout question de contexte. Il faut voir en fonction des besoins et des objectifs de l'athlète, que ce soit toi ou quelqu'un que tu vas coacher, son niveau de capacité et son niveau de pratique, ce qu'il y a à disposition actuellement pour s'entraîner, ce qu'il aime. C'est une question de faire les meilleurs compromis. Par exemple, si tu es ou si tu as un débutant, il n'aura peut-être pas forcément envie ou nécessité d'apprendre comment bien s'ajuster sur les machines, comme des athlètes avancés qui pourraient s'y connaître feront. Si l'objectif de l'athlète débutant, c'est d'être le plus développé musculairement, mais un rapport de temps-efficience vraiment le plus court possible, est-ce que ça vaut le coup de lui apprendre un pattern de squat à la barre libre alors qu'il a énormément de prérequis qu'il n'y a pas, prérequis même physiques en tant que tel, donc il faudra bosser énormément de schèmes, alors que autrement, s'il veut des quadriceps, comme on en a parlé, on lui met sur du hack squat et tout est réglé. Toujours une question de faire le meilleur compromis et de voir ce qui importe le mieux. C'est pourquoi, pour l'objectif de bodybuilding, si la majorité des machines ou des poulies à disposition sont bien, on aura peu de travail en poids libre. A contrario, si on a des mauvaises machines ou poulies, il serait potentiellement mieux de faire des exercices poids libre. On a parlé de beaucoup de choses et peut-être que là, vous vous sentez un peu perdu ou même vous savez pas comment agir et vous stressez un petit peu en vous imaginant mettre en application tout ça. Donc je pense important de parler de comment gérer l'hyper-optimisation sans que ça devienne un stress. L'optimisation, ce serait l'utilisation complémentaire de tous les outils de progression, c'est-à-dire via tes outils de récupération, de diète, d'hygiène de vie, de sommeil, de volume d'intensité. Et l'optimisation en tant que telle, ça devient un stress seulement à partir du moment où elle n'est pas correctement maîtrisée. Afin de pouvoir optimiser correctement, il
il faut maîtriser et comprendre chacun de ces outils. Si ça te fait stresser, c'est probablement que tu ne maîtrises pas encore suffisamment tous ces outils. Donc il serait peut-être plus intéressant pour toi de prendre beaucoup moins d'outils, mais d'être sérieux sur certains faits que tu comprends et que tu peux ajuster, que de vouloir faire plein de choses à la fois, mais d'être très moyen sur plein de choses à la fois, tu auras de moins bons résultats. Pour résumer, il ne faut pas faire de clivage dans les dispositions possibles afin d'atteindre un but visé, une capacité ou un muscle qu'on veut développer. Il faut plutôt voir les machines, que ce soit à disque, à câble, à poulie, les poulies en tant que telles, même les poids libres, tout ça comme des moyens d'atteindre des objectifs visés et non les voir comme des buts en soi. Tu en as marre d'être assis et vraiment tu veux passer à la pratique et tu veux optimiser ta progression, je te comprends, on passe à une rapide conclusion. On a vu que les muscles réagissent en termes de force et d'hypertrophie en stimulant autant d'unités motrices que possible. Qu'importe le type de résistance ainsi que l'exercice, le plus important reste l'intensité ainsi que potentiellement le volume et la fréquence que tu mettras. Le plus important, c'est d'utiliser des connaissances, de savoir et de reconnaître où un muscle a besoin de travailler dans un moment de ta séance, puis de mettre en place différents profils de résistance suivant la courbe de force de certains muscles et donc de challenger les muscles dans différentes positions. Si ta programmation utilise ces principes, tu auras besoin de moins de volume, donc tu auras moins de dommages musculaires et tu auras plus de tension mécanique, plus de tension interne adéquate en préservant tes tissus conjonctifs. Et c'est intéressant parce que cela veut dire que tu auras une meilleure hypertrophie à long terme, tu auras plus d'amplitude active, en tout cas également plus de potentiel de mobilité avec des capsules articulaires qui seront saines et efficientes. En soi, le plus important, c'est de faire un exercice adéquatement afin de stimuler le bon muscle et la bonne portion de muscle désiré, de trouver le meilleur ratio entre la courbe de magnitude et la courbe de résistance en prenant en compte les notions de moment externe via le levier et les bras de levier grâce au point d'articulation et également de voir le point pivot qui sera mis en jeu par rapport au vecteur de force du mouvement. En somme, il faut faire avec les options disponibles, mais également se rappeler des fondamentaux, c'est-à-dire avoir une bonne technique, une bonne position, appliquer une bonne surcharge progressive, mettre de l'intensité dans ses séances et aimer le processus. Un point qui me semble maintenant fondamental, vu que tu as compris et que tu es prêt à agir, avant d'agir, il faut comprendre pourquoi est-ce que tu vas agir. Il faut que tu te poses et que tu te demandes pourquoi tu veux ces résultats. Sinon, tu les obtiendras jamais. Ou en tout cas, tu iras à chercher une chimère. Quel est ton réel but? Quel est ton objectif final? Il faut que tu trouves ton pourquoi. Qu'est-ce que tu aimes faire? Pourquoi est-ce que tu fais telle chose? Pourquoi tu mets plus de valeur sur X ou sur Y? Pourquoi tu n'es pas heureux quand quelque chose se passe? Pourquoi est-ce que tu es stressé actuellement? Comment et où tu te vois, que ce soit physiquement, mentalement, financièrement, d'un point de vue relationnel, dans 5 ans, 1 an? Le but de ta vie, c'est l'intersection entre tes talents, tes valeurs, tes passions et tes aptitudes. Il est nécessaire, vraiment je dis bien nécessaire, que tu trouves ton pourquoi et que tu guides ta vie, tes actions en ce sens. Il faut que tu crées ta vie, il faut que tu oses. Et ça rejoint l'idée spécifique, si on prend le terme micro de la programmation d'entraînement, fondamentalement, peut-être que si tu n'as pas assez de résultats, si tu n'as pas assez de muscles, c'est peut-être que tu n'oses pas les t'entraîner. Il est important d'être conscient que tu es l'acteur et le résultat même de ta progression ou de ta non-progression. Ça peut être pesant, mais dis-toi qu'un coach compétent, ou en tout cas quelqu'un compétent dans un domaine, peut t'aider dans l'obtention de certains objectifs que tu as. Si jamais tu as une forme de manque ou une forme d'investissement personnel que tu pourras mettre dans l'obtention de ton objectif, comme par exemple une barrière intellectuelle, une barrière de temps, une barrière environnementale, mais même si tu fais appel à quelqu'un afin d'obtenir tes objectifs, il faut que tu te rendes compte que c'est un travail commun et que plus tu communiques objectivement et subjectivement avec ton coach ou toi-même dans le cadre du système mis en place afin de quantifier et de qualifier chaque variable de ta progression, et plus il sera possible de faire des ajustements précis pour avoir les meilleurs résultats dans tous les aspects de ta vie. En somme, avoir un coach compétent, c'est bien, mais toutes les actions doivent être adéquatement mises dans la pratique, toutes les actions doivent être appliquées, et il faut avoir le vrai désir de vouloir devenir le meilleur possible. C'est ce qu'on appelle la réalisation de soi dans la hiérarchie des besoins de Maslow, et tu peux y parvenir si tu prends le temps de mettre en place tout le système et la communication que ton coach te demande, ou de toi-même envers toi-même. Atteindre la grandeur ensemble en donnant à ton entraîneur tout ce dont il a besoin, en étant lucide et honnête envers toi-même et ou envers ton coach. Plus c'est précis et détaillé, plus tes résultats seront impressionnants. Garde en tête également qu'il faut être patient, mais ça peut être intéressant d'avoir une forme de roadmap, car comme ça tu peux planifier ton objectif précisément et ça te permet de tout créer sur le long, moyen et court terme afin d'atteindre un objectif, de pouvoir le réaliser de la meilleure des façons possibles. C'est ce que je fais également dans mon suivi. Comme ça, tout a un objectif précis, chaque palier de progression est précisé dans le temps, ça te permet de te focaliser sur la phase actuelle dans laquelle tu es, tout en visualisant la prochaine étape, chaque action a du sens. Puis, jour par jour, semaine après semaine, tu fais de grandes avancées vers ton objectif final qui devient vite réalisable. Alors qu'avant, si tu vois directement juste ton objectif final sans tout préparer, sans tout concevoir, ça te paraît insurmontable et tu ne fais jamais d'action pour l'atteindre parce que le fossé est trop élevé.
Toujours pareil, il suffit d'analyser le pourquoi, comprendre ce que tu veux vraiment, puis de créer précisément le comment. Une fois que tu sais ce que tu veux, tu agis en conséquence. Chaque action est guidée vers ton objectif. Non seulement chaque action a du sens, mais chaque action est guidée en plus vers ton objectif. Et je voulais finir sur ça, la précision et la répétition d'actions répétées, qui formeront par la suite des habitudes, c'est ce qui amène l'excellence. Je vous ai mis ici la pyramide des besoins selon Maslow, avec les besoins physiques et physiologiques en premier, comme vous pouvez le voir, des besoins majeurs comme les nutriments, par exemple dormir, manger, voire se reproduire. Ensuite, des besoins de sécurité, besoin d'être aimé et de reconnaissance, besoin d'estime, et enfin, on peut atteindre la réalisation de soi. Dans cette idée de pouvoir bien analyser pour atteindre ses objectifs également, lorsque je fais mon suivi, et même toi envers toi-même, je pense que c'est important de ne pas griller des étapes et de voir précisément les points que tu dois améliorer, en avoir conscience et bosser sur ça. Par exemple, il est bien de te catégoriser en certains niveaux et de te dire que d'un point de vue de la santé, d'un point de vue de l'entraînement, d'un point de vue de la nutrition, d'un point de vue de ton hygiène de vie, d'un point de vue de ta psychologie, d'un point de vue de ton avancée, si tu es intermédiaire, avancé justement ou débutant d'un point de vue entraînement, bref, tu te juges et tu te catégorises également dans ces schèmes-là. Si par exemple tu sais que d'un point de vue entraînement, tu es niveau 2 sur 4, si tu sais que d'un point de vue nutrition, tu es point de vue 1 sur 4, si d'un point de vue hygiène de vie, tu es 4 sur 4, tu sais que pour progresser, il serait fondamentalement très intéressant d'améliorer ta nutrition parce que c'est le point où tu es potentiellement le plus bas et c'est comme ça que tu cherches à t'améliorer. Quand tu veux t'améliorer, il ne faut pas se dire « mince, j'ai fait 4 séries de 10 répétitions au curl biceps, semaine prochaine je vais faire 3 séries de 10 répétitions et une série de 12 répétitions et ça y est, banco, je progresse, c'est trop bien ». Dans l'idée, tu gagnerais beaucoup plus à t'améliorer de manière plus globale. C'est dommage de vouloir potentiellement chercher à griller des étapes, comme se dire, et c'est assez commun d'un point de vue des débutants, mon entraînement, je stagne, je comprends pas ce que je fais, et imaginons, j'arrive plus à progresser, bon bah je vais faire la solution de facilité entre guillemets, même si c'est une blague, il y a toujours une part de vérité sous les blagues, je vais me doper, comme ça j'aurai des résultats. Alors que la personne, si ça se trouve, comme on en a parlé, d'un point de vue nutrition ou d'un point de vue psychologie, elle se trouve au niveau 1 ou 2 sur 4, et si elle arrivait, si elle cherchait à aller au point de vue 4 sur 4 de ces deux niveaux, elle verrait que, en fait, elle ne stagnerait pas du tout. C'est un manque de connaissances, c'est un manque de savoir, de pourquoi, pour ensuite ajuster le comment, encore une fois. Et enfin, c'est ce que je vous disais, là on a l'exemple d'une roadmap que j'ai prévue, encore une fois, quand j'ai en coaching chaque athlète, comme je vous l'ai dit, je fais une analyse physique en voyant les points qui sont améliorés physiquement parlant, je fais des tests initiaux pour voir adéquatement ce qu'il pourrait être envisageable de faire ou non pour atteindre ses objectifs désirés. Et ensuite, hyper important, d'un point de vue nutrition, donc je crée différents cycles et suivant ces différents cycles, la programmation d'entraînement, mais également donc la nutrition, ira de pair pour atteindre son objectif final. Je pense objectif final et ensuite je crée tout ce qui est le plus, à mon sens, adéquat possible d'un rapport point de vue temps et efficience pour atteindre cet objectif dans l'échelle de 1 an. J'ai un athlète actuellement avec lequel on prépare une compétition et comme vous pouvez le voir, tout est précisément détaillé pour chaque semaine, chaque phase dans lesquelles on va passer et j'ai déjà à 95-96%, je sais ce qu'on va faire, il sait ce qu'il va faire, il est plus que motivé, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait, il fait quand ça va être fait. C'est aussi simple que ça. Par exemple, pendant 12 semaines, vous voyez qu'il fera une phase de surplus calorique où il passera de tant de kilos à tant de kilos parce qu'il aura un gain de 200 à 300 grammes par semaine environ. Ça lui fera tant de kilos pris par semaine, voire par mois parce qu'il a un surplus de X% de glucides par rapport à sa maintenance. Donc à la fin de la semaine, à la fin de la période, c'est pour ça qu'il prendra tant de poids. Ensuite, on fera une phase de mini-cut parce qu'il aura pris, relativement parlant, un ratio de tant de muscles par rapport à tant de gras. Son physique actuel sera ça. Et surtout, on sera en phase de début de contest prep pour faire la compétition objectif bodybuilding. Enfin bref, vraiment, tout est pensé, tout est millimétré dès le début. Cet athlète, son objectif, il est clair. Je veux faire une compétition de bodybuilding. À partir de là, son but, c'est la racine de son pourquoi et ça le conduit à sa propre réalisation. Et le coach peut être intéressant parce qu'il lui permet d'atteindre cet objectif de la meilleure manière possible si ce coach est compétent, mais la personne sera à même d'appliquer ce qu'on lui demandera de faire et il aura des super résultats parce qu'il sait où il doit aller et il sait pourquoi il le fait. Sur ce, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que vous aurez appris certaines choses. Pour les références, je me suis plus focalisé sur des formations que j'ai pu passer, G4 University avec notamment John G. Watt, Level 1 et Applied Hypertrophy Optimization, et également des formations avec The Prep Dad, donc Louis Baril via le Mastermind et Advanced Training Mastery. Je vous invite à aller voir ces formations si vous voulez d'un point de vue plus détaillé, parce que là, c'est resté un aperçu vraiment très général. Et autrement, si vous avez envie d'approfondir un petit peu plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les espaces commentaires, avec grand plaisir. Comme vous pouvez le voir également, j'applique le fait de savoir pourquoi pour ajuster ensuite le comment pour atteindre le maximum des objectifs possibles dans le meilleur laps de temps possible. Là, c'était un aperçu
de contenu éducatif que je peux donner à mes athlètes. Autrement, je peux également donner des vidéos que je vais moi-même tourner et monter, ou encore des contenus éducatifs plus sous la forme PDF, comme par exemple, vous pouvez voir un PDF que j'ai fait pour comprendre la gestion de l'entraînement, où j'approfondis un peu plus les méthodes de surcharge et notamment la notion de déload, également d'un point de vue du posing, ou également d'un point de vue de la nutrition. Ce sera avec grand plaisir si je peux vous aider, et sur ce, je vous souhaite une bonne hypertrophie. À bientôt.